Au-delà des paradigmes différents, on va aussi changer complètement d'accent, puisqu'on vous propose un regard croisé. Donc du Canada, on va aller jusqu'en Suisse. Et on va proposer donc un regard croisé sur se rétablir par l'accès et le maintien en emploi. Donc une expérience suisse et une expérience marseillaise. Donc je vais vous présenter mes collègues. Alors on commence avec Lucas Bury, qui est infirmier, Claire Pitolet, qui est ergothérapeute. Donc ces deux personnes travaillent à Lausanne, dans le pays vaudois, en Suisse. Et ensuite, Sonia Belanski, qui est chargée de projet au sein du Working First 13. On est tous job coach. Et moi, pour finir, je suis Pauline Perry, psychologue dans le service du professeur Lançon, mais également job coach au Working First 13. Société où le travail fait partie carrément de la personnalité, qui est un aspect important, car elle nous définit et met en avant nos qualités dans notre vie. De mon côté, ça veut dire que le fait de travailler, de se sentir utile, c'est de gagner son argent à soi et de participer, de s'intégrer dans une société. Tout simplement d'être avec des gens, que ce soit dans un programme de réinsertion, dans un lieu comme j'étais ou dans un stage professionnel, d'être de nouveau avec des gens qui ne sont pas malades en fait. Donc ça c'est positif, ça tire en avant. Donc voilà, on vous a proposé ici quelques témoignages de personnes avec qui on travaille, des personnes qu'on accompagne. Qui peut parler mieux de qu'est-ce que leur apporte le travail que les personnes qui sont concernées, que les personnes qu'on accompagne. Donc pourquoi est-ce qu'on vous propose ce regard croisé? On vous le propose parce que nous sommes deux équipes formées à IPS et on a été formés à Douglas à Montréal. Donc il y a deux personnes de l'équipe du Working First 13 qui ont été formées à Douglas, puis qui ont formé le reste de l'équipe, et ça s'est passé un petit peu de la même manière en Suisse. Alors, on se connaît parce que nous avons fait une évaluation croisée de la fidélité au programme en début 2016, et on vous en parlera un petit peu après. Enfin, nous sommes tous des acteurs du premier réseau européen IPS qui va donner lieu à une recherche européenne donc d'assez grande envergure pour montrer un peu l'efficacité de ce programme. Donc en gros, le plan qu'on vous propose est en 3 points. Quelques mots sur la philosophie du programme. Ensuite, on va enchaîner sur sa mise en place dans les différents contextes, puis son efficacité. Alors, le contexte, quelques mots de contexte, quelques chiffres. Selon l'Organisation internationale du travail, le travail est le besoin le plus répandu, l'aspiration de tous, quel que soit le mode d'organisation sociale ou le degré de développement. L'idée, c'est pas de mettre les gens au travail, l'idée, c'est de partir de leur motivation. Si c'est l'une de leurs aspirations, et c'est l'aspiration de la plupart de ces personnes, alors on leur propose un accompagnement. Donc, c'est l'une de ces aspirations, mais aussi le travail impacte beaucoup plus que la fonction financière pour les personnes. Elle impacte l'estime de soi, et vous l'avez bien entendu tout à l'heure, et je pense que c'est beaucoup plus parlant que tout ce que je vais vous dire, ou toutes les références que je vais vous mettre. Ça touche à l'espoir, l'amélioration de la qualité de vie, et finalement, c'est un véritable levier au rétablissement. Et pourtant, il y a quand même 20% des personnes en France, et je pense qu'on est sur qui vont vivre à un moment, un épisode, un trouble psychique dans leur vie. La très grande majorité de ces personnes ne travaillent pas, et pourtant, au moins la moitié disent vouloir travailler. Ce n'est pas uniquement dû à l'impact des troubles, c'est lié à la stigmatisation à la fois des entreprises, de l'équipe soignante, et aussi à un phénomène qu'on appelle l'autostigmatisation. Je ne me sens pas capable de,
et en même temps on leur a suffisamment rabâché qu'ils n'étaient pas capables d'eux et ils finissent par le croire. Donc ces phénomènes-là de stigmatisation et d'auto-stigmatisation fait qu'on a des taux d'emploi pour les personnes qui vivent avec des troubles psy qui sont ridicules. Alors, pour les personnes, par exemple, qui vivent avec une schizophrénie, on a 11,5% d'emploi contre 62% dans la population générale. Donc la différence est très, très, très significative. Pareil pour le taux de chômage. Pour les personnes qui vivent avec une RQTH, 24% de taux de chômage contre 10,9% dans la population générale. Donc, les personnes qui vivent avec des troubles psychiques sont exclues du marché du travail. C'est une réalité. Donc, on vous propose aussi quelques chiffres par rapport à notre contexte vaudois en Suisse. Enfin, en Suisse, c'est vaudois. Donc, on a un taux de chômage, alors je ne me souviens plus de quand datent ces chiffres, mais c'était courant de cet été de 3% en Suisse et 4,5% dans le canton de Vaud. C'est un chiffre relativement bas, mais qui n'illustre pas la réalité de l'emploi en Suisse, parce que pour bénéficier du chômage, il faut s'inscrire au chômage, et le droit au chômage, il est limité dans le temps en Suisse. Ça varie en fonction des années de cotisation à l'assurance chômage. Et une fois que les personnes, enfin si les personnes malheureusement ne retrouvent pas un emploi à l'issue de cette temporalité qui leur est allouée, ils peuvent faire une demande à l'aide sociale. Chaque commune organise son aide sociale en respectant la loi fédérale. Et dans le canton de Vaud, on est à 3,9% de personnes qui bénéficient de l'aide sociale. Donc c'est je sais pas quoi, RSA, voilà. Donc nous, c'est le revenu d'insertion. On a un autre chiffre qui peut surprendre. Donc on a essayé vraiment de chercher s'il y avait des statistiques plus récentes. On a trouvé ce chiffre de 70% des personnes ayant un trouble mental modéré ou grave avaient un emploi en 2007 en Suisse. Alors, c'est aussi un chiffre relativement élevé, mais dans le concept emploi, c'est aussi également des personnes qui ont un emploi dans le milieu dit protégé. Donc, ce n'est pas forcément un emploi dans le marché ordinaire du travail. Donc, voilà. Alors, d'où vient l'emploi accompagné? Donc, aux États-Unis, dans les années 70, va se développer ce concept. Alors, dans un premier temps, pour les personnes qui vivaient avec une déficience intellectuelle et également pour les personnes qui avaient un handicap physique. Ensuite, ça a été ouvert pour toute catégorie de personnes dites discriminées. Les principales caractéristiques, donc, c'était rechercher un emploi rapidement, avec des démarches concrètes, peu de temps passé à l'évaluation et partir des choix des personnes. Puis, donc, dans les années 90, ce modèle a été repris par une équipe américaine spécifiquement sur les troubles psychiques. Et on a développé un modèle qui s'appelle le modèle IPS, Individual Placement and Support, par le docteur Baker and Drake en 1994. Donc, pour la petite information, l'emploi accompagné, enfin le soutien en emploi existe et est reconnu juridiquement aux États-Unis depuis les années 70. Et nous, en France, il vient d'être développé et proposé dans le cadre de la loi MCOM-RI. Donc maintenant, je crois qu'on est en 2016. Donc c'est pour vous dire un petit peu à quel point nous sommes un petit peu en retard. Voilà. Donc le modèle IPS, c'est un modèle qui contient 9 principes auxquels on essaie d'être le plus proche et le plus fidèle. Voilà, oui. Donc le premier des principes, c'est l'accompagnement à l'emploi et en emploi individualisé à long terme. C'est un accompagnement pour le retour en emploi qu'un accompagnement quand la personne elle est en emploi ou en formation. Et puis c'est illimité dans le temps. Voilà, là on a une petite vignette sonore. Se jeter dans un stage de réinsertion, je dis se jeter parce que au début on va un peu dans le vide. On ne sait pas comment ça va être, on ne se sent pas encore bien. Et puis, tac, voilà, les échelons se font petit à petit.
voilà, ça, c'est Léa qui parle de son expérience de retour rapide en emploi. C'est exactement comme ça que ça s'est passé pour elle. C'est qu'elle était, voilà, elle savait pas très bien dans quel domaine elle voulait travailler. Puis on a rapidement voilà, fait de la prospection et elle s'est rapidement mise en activité dans cet emploi. Et puis c'est vraiment notre manière de travailler, c'est qu'on n'entraîne pas avant le retour en emploi. Tout ça, ça se fait en simultané. Il n'y a pas vraiment de temporalité. Donc l'objectif, c'est vraiment le retour en emploi, en activité. Puis c'est après qu'on discute, qu'on crée des synergies avec un employeur, des aménagements si nécessaire. Mais tout ça, ça se fait finalement. C'est très dynamique, c'est très stimulant. On évite aussi la perte de motivation, puisque à préparer, surpréparer, repréparer, on leur dit en fait par la préparation, vous n'êtes pas prêt pour le milieu du travail. Et ça a aussi un impact important psychologiquement sur leur pensée et sur l'estime de soi. Ne pas laisser aussi l'anxiété s'installer, parce que souvent ils n'ont jamais travaillé ou ça fait longtemps qu'ils n'ont pas travaillé, donc c'est déjà suffisamment anxieux d'y retourner. Mais si on prépare ça pendant des mois et qu'on en parle et qu'on en reparle, ça laisse aussi fantasmer plein de choses et faire monter l'anxiété, puis c'est pas ce qu'on cherche. D'essayer d'y aller vite et comme ça, on verra une fois que c'est fait. Donc voilà, de nouveau Léa qui nous accompagne. Sortir d'un monde où on est seulement avec des thérapeutes, où on est aussi avec des gens qui sont malades, où on est avec notre entourage qui sait qu'on est mal ou qu'on a été mal. C'est bien d'être des fois dans un endroit où c'est plus neutre. Voilà, donc c'est vraiment parlant. On n'a pas vraiment orienté nos interviews, mais c'est vrai qu'en les réécoutant, on s'est dit, mais en fait, elles disent exactement elles reflètent finalement ces 9 principes. Donc, nous, ce qu'on vise, c'est vraiment le retour en emploi dans le marché ordinaire du travail, en fait, accessible à tout un chacun. C'est ce qu'on cherche. Voilà, ça c'est Simon. C'est vrai que c'est un petit peu l'idée d'être perçu comme une victime qui ne trouve pas d'emploi, qui a des difficultés. Puis le fait de se rendre compte qu'on a aussi des capacités qu'on peut mettre au service d'autres personnes et surtout d'employeurs. Donc c'est vrai qu'on parle, on évoque la question des limitations, mais c'est vrai que notre envie, notre travail, c'est aussi de révéler finalement la force, les ressources des candidats qu'on accompagne. Et puis on se calque au modèle du rétablissement. Donc voilà, l'empowerment, orienter les décisions vers le choix des personnes. Donc c'est vraiment les projets des personnes. Nous, on adhère et on accompagne. Et même si c'est par moments des fois un peu irréaliste, tout ça ne correspond pas au marché de l'emploi, on les accompagne pour qu'ils puissent eux-mêmes tester, rencontrer des employeurs, et qu'ils puissent avoir un feedback du marché de l'emploi d'un employeur, de quelles sont ses attentes, qu'est-ce qu'il recherche d'un futur collaborateur. On base l'accompagnement sur les espoirs et les rêves. Ça aussi, c'est vraiment très... Ils recherchent ça finalement. Le professionnel doit s'adapter au contexte et à la vie des personnes et non l'inverse. Avoir comme objectif d'augmenter les capacités et la qualité de vie des personnes. Donc ça aussi, c'est notre... Donc on va pas accompagner une personne vers un projet finalement qui va nettement péjorer ou la mettre en danger ou mettre en danger d'autres personnes. Donc ça, c'est aussi une de nos inquiétudes à laquelle on fait attention. Le rétablissement, il est en 4 ici, comme pour les présentations classiques des principes IPS, mais en fait, c'est le fil rouge de notre intervention. On ne travaille pas sans ce concept-là. On y pense tous les jours et c'est comme ça qu'on décline systématiquement notre intervention auprès des personnes. Donc, un des principes, c'est aussi de suivre les préférences des clients. Donc ça revient au même que c'est aussi dans le modèle du rétablissement, donc on y pense 2 fois plus. Donc ça veut dire qu'on va vraiment questionner la personne sur ce qu'elle veut faire comme métier. On va la questionner sur quel environnement de travail elle souhaite, dans quel secteur géographique elle aimerait travailler. Et puis ensuite, on va vraiment l'accompagner dans cet objectif-là. Et puis on va réévaluer avec elle... en fonction des expériences qu'elle va faire, on va pouvoir modifier ce plan d'action et changer et suivre le client en fait dans son évolution de son projet. Mais à chaque fois, on va toujours se re-questionner sur qu'est-ce que la personne souhaite et on va aller avec lui dans ce projet-là.
Mais c'est pas que le travail qui fait que je me rétablis. Il y a d'autres choses. Un autre pilier, c'est les personnes professionnelles qui viennent en aide, autant l'ORP que par exemple un suivi médical, qui permet de nous mettre, nous faire prendre conscience de nos limites et de nos capacités. Voilà, ça illustre le fait que c'est très important de travailler en équipe. On n'est pas seul à soutenir ces personnes. Nous, on se concentre vraiment juste sur la question du travail. On reste vraiment centré là-dessus. Donc du coup, c'est hyper important qu'il y ait aussi des relais qui se questionnent plus sur les autres aspects, que ce soit médicaux. C'est important qu'ils puissent être médecins qui reprennent en psychothérapie certains comportements qui seraient à changer pour augmenter l'employabilité, ou voilà, qu'il puisse vraiment y avoir des relais, qu'on puisse échanger, ou une assistante sociale pour parler des changements économiques que ça va générer. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait un travail de réseau qui soit fait tous ensemble et que tout le monde adhère aussi et croit à ce projet de réinsertion professionnelle, parce qu'on ne peut pas être tout seul à soutenir ce projet. Si le médecin n'y croit pas, ça ne marche pas. Et ce lien, il est aussi très important du point de vue de l'employeur, puisque nous, on va faire la médiation entre l'employeur et la personne. Et donc, elle a cette garantie, parce que l'employeur, bien sûr, ne peut pas aller dans la sphère familiale et médicale de la personne, ou de façon limitée. Et nous, on va pouvoir faire ce lien, et c'est aussi ce qui va permettre à l'employeur d'être rassuré dans l'intégration de la personne. Un autre principe, c'est qu'on va accompagner tout le monde, donc tous les clients qui veulent travailler sont accompagnés, personne n'est exclu. Sur le principe, il y a quand même des conditions, donc c'est quand même à relativiser. La condition première, c'est que le client veuille travailler, ça c'est vraiment hyper important, la question de la motivation, mais aussi qu'il soit capable de comprendre comment on fonctionne et d'appliquer un peu ces principes du programme. Ça, c'est un autre critère. Et qui est ce suivi médical, comme je disais avant. C'est important qu'il y ait ce réseau qui soit mis en place. Donc ça fait partie aussi des critères d'inclusion. Mais sinon, c'est un modèle qui s'applique à n'importe quel type de pathologie. On peut accompagner vraiment n'importe qui. C'est un modèle qui a été développé plutôt pour les troubles psychiques à la base, mais il y a des études qui sont en cours pour aussi utiliser cette formule-là pour accompagner aussi des gens en emploi avec des pathologies plutôt physiques. Ça, c'est un peu l'avenir de ce programme. Et aussi, on peut très bien inclure sur le programme des personnes qui ont beaucoup de symptômes ou qui ont des grosses addictions, puisque ce n'est pas un élément prédictif pour l'accès à l'emploi. Le 8e principe, c'est le développement systématique d'un réseau d'employeurs. Alors, par réseau d'employeurs, il ne faut pas comprendre qu'on travaille toujours avec les mêmes et qu'on se fait notre petite niche d'employeurs bien gentils, bien mignons qui veulent prendre nos personnes. C'est vraiment développer un réseau large, puisque de toute façon, on va suivre les préférences des clients. Donc, il n'y aura jamais 2 personnes qui voudront travailler dans le même domaine, dans le même secteur géographique. Donc, de toute façon, ce principe-là va nous obliger à aller toujours à la rencontre de nouveaux employeurs. C'est important de créer un lien avec eux, de leur expliquer ce qu'on fait, en quoi on peut les aider, en quoi on peut leur être utile, les rassurer sur le fait qu'on va rester là, on va faire du maintien en emploi, donc on sera toujours joignable en cas de difficulté et on sera là pour répondre à toutes leurs questions. Et voilà, il faut vraiment travailler. Donc, on est très, très souvent sur l'extérieur à rencontrer des chefs d'entreprise, à rencontrer des RH. Et ça demande beaucoup d'investissement à ce niveau-là. Et enfin, le dernier principe, c'est l'information sur l'impact économique de l'accès et du maintien en emploi. Parce que bien sûr, retourner au travail ou accéder à un travail ou accéder à une formation, ça va bien sûr changer pas mal de choses dans la vie de nos candidats. S'il y a une allocation handicap, donc pour nous une rente invalidité, ça va remettre en cause certaines choses, ou alors s'il y a des dettes qu'il va falloir tout d'un coup rembourser parce qu'il y a un revenu, ils vont peut-être devoir travailler 1 an, 2 ans, 5 ans sans gagner finalement plus d'argent parce qu'ils devront rembourser tous les mois leurs dettes. Donc ça, c'est important de bien les informer à ce niveau-là pour qu'ils fassent vraiment un choix éclairé,
puis qui foncent pas tête baissée sans savoir les conséquences de leurs actes. Donc c'est vraiment un rôle très important de peser le pour, le contre, et qu'ils fassent vraiment un choix éclairé de retourner en emploi et de savoir ce qui les attend, les risques économiques, mais aussi sociaux, de vraiment prendre le temps avec eux, de regarder leur budget, qu'est-ce que ça va changer, est-ce que finalement ils vont gagner moins d'argent ou plus d'argent parce qu'il y aura moins d'aide. Voilà, ça c'est un rôle très important. Souvent, alors j'ai dit tout à l'heure que le travail n'avait pas uniquement un impact économique. Les personnes, elles recherchent plein d'autres choses au-delà de, de l'aspect financier du travail. Néanmoins, c'est quand même important lorsque les personnes, elles ont mis des mois, des semaines, des mois, des années à accéder à une AH, à une allocation, qui sont passées par la MDPH, qu'il a fallu attendre 4 mois, 5 mois, 6 mois, parfois plus, que elles y tiennent et elles veulent pas, et elles se disent bon, qu'est-ce que je vais perdre finalement en accédant à un travail. Et ça, c'est important vraiment de les éclairer et d'être en soutien sur ce point-là. Alors, au niveau de la mise en place, donc on va vous parler de la mise en place donc de ces programmes IPS à la fois donc sur Marseille et sur Lausanne. Donc nous, comment on a fonctionné? Alors, au démarrage, en fait, on est parti bien sûr du besoin des personnes. À Marseille, donc Marseille est une ville où on est très sensibilisé à la question du rétablissement en santé mentale et à la réhabilitation. Donc 3 équipes donc au démarrage ont travaillé d'abord un petit peu chacune dans leur coin, mais elles souhaitaient pouvoir répondre à ce besoin et ce désir des personnes. Et elles ont d'abord travaillé normalement dans le cadre du droit commun, et très vite elles se sont retrouvées limitées par les possibilités en termes d'accompagnement de ces personnes. Donc plutôt que de continuer à travailler dans leur coin, elles sont allées voir un petit peu ailleurs ce qui se passait. Elles se sont informées et elles ont découvert cette méthode donc IPS. Et dans IPS, en fait, l'idée c'est que les équipes qui vont travailler sur l'emploi sont externalisées par rapport, elles sont intégrées aux équipes dans le sens où elles sont en lien avec les équipes sociales et médicales, mais elles sont extérieures à l'hôpital parce que dans le cadre du rétablissement, on propose autre chose. En fait, l'idée c'est que la personne elle sorte de son statut de patient et qu'elle aille vers un statut de comme tout le monde, donc notamment de recherche d'emploi. Et donc, suite à ce besoin des personnes et aussi la volonté de mettre en place donc, un programme autour de l'emploi, on a créé une équipe commune. Donc, alors aujourd'hui, on accompagne 39 personnes. Donc, à partir donc, de l'équipe du service du professeur Lançon, l'équipe Mars, donc, qui est une MPP donc, pour des personnes qui sont à la rue et qui vivent avec des troubles psychiatriques sévères, donc, avec le professeur Naudin et le docteur Vincent Girard, et l'équipe Un chez soi d'abord. Alors nos spécificités, donc on reste toujours fidèle au principe, mais ce qui va nous distinguer un petit peu de ce qui va se faire dans d'autres équipes, hein, c'est qu'on est une équipe pluridisciplinaire, donc on est assez proche en fait de ce que vous disiez. Alors peut-être parce qu'on était formé par les Canadiens, de ce que la personne disait avant. Donc on est une équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on a une psychologue en insertion, donc une neuropsy, on a 3 médiateurs de santé, on a un moniteur éducateur, donc après avec aussi un psychiatre et une directrice qui nous aide sur la partie juridique. Ça représente 3 équivalents et demi temps plein. On travaille en multi-référence, alors on se considère un petit peu comme une boîte à outils. Alors il y a une personne la dernière fois qu'on accompagne qui nous disait en fait qu'on était un couteau suisse. Donc c'est pas mal aussi, d'autant que ça en rend hommage un peu à nos amis suisses. Donc l'idée c'est vraiment en fait de proposer, en fait on est tous dans cette démarche de recherche d'emploi et on a tous ces compétences pour permettre à la personne d'aller vers l'emploi. Mais après, dans notre accompagnement, on va avoir une sensibilité de par nos compétences et de par notre formation qui va permettre à un certain moment d'aider plus ou moins la personne. Donc en fait, on est une boîte à outils au service de la personne.
Et ensuite, donc, dans un objectif de trouver un emploi et d'améliorer, que la personne améliore sa qualité de vie. Après, un point donc, qui est important, donc, on a été formé à la méthodologie IPS donc, avec nos amis suisses à l'Institut Douglas. On travaille toujours en binôme et donc dans notre équipe, on a des job coachs pairs donc, qui vont entre autres aider par leur savoir expérientiel, mais pas que, puisque ce sont avant tout des job coachs. Donc, intervention, ils vont aussi nous aider en tant que professionnels job coach sur la recherche d'emploi. Et donc, on est une équipe mobile, hein, c'est ce qu'on vous disait, au niveau du rétablissement, nos équipes ont été adaptées au de la personne et pas l'inverse. Et donc, ce qui veut dire qu'on passe plus de 70% de notre temps à l'extérieur de notre bureau. On va plutôt dans le réseau de la personne, auprès des entreprises, enfin, tout dépend du besoin de la personne en fait, hein, mais on reste très peu dans notre bureau. Et après, donc, nous, on travaille en management participatif, ce qui veut dire que, en fait, on essaie un peu d'appliquer le rétablissement pour nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on décide tout ensemble, en équipe, voilà, parce qu'on pense que effectivement, l'union fait la force. Pour ce qui est de ressort, donc, déjà ressort, ça signifie réseau de soutien et d'orientation vers le travail. Donc ça a été créé en 2009. Alors nous, on appartient au CHU de Lausanne, au département de psychiatrie communautaire du CHUV. Donc voilà, il y a ce chapeau institutionnel qui est parfois un soutien, parfois contraignant. Mais on a la chance d'avoir un service de psychiatrie communautaire qui est assez développé. Donc on n'est pas du tout basé sur le site de l'hôpital psychiatrique, on est vraiment en ville, dans une tour où il y a des banques privées, où il y a un dentiste, voilà, un fitness. Voilà, c'est vraiment l'idée que ce soit communautaire et c'est pas du tout écrit CHU sur la porte, donc pas du tout stigmatisant. Puis c'est vraiment centré dans la communauté au centre-ville et facile d'accès. Donc ce programme, il a été créé dans un contexte où il y a eu une révision de l'AI. Donc l'AI, c'est l'assurance invalidité. C'est l'équivalent plus ou moins de la MDPH. Cette révision, c'était en 2005, je crois. Avant, voilà, l'AI, dès qu'il y avait un trouble psychique, il versait une rente à 100%, et puis tout le monde avait sa petite rente. Et bon, ça coûtait très cher, bien sûr. Et donc là, ils se sont dit que finalement, c'était peut-être pas une très bonne idée et qu'ils allaient peut-être essayer de d'abord réinsérer les gens, que ce soit pathologie physique ou psychiatrique, mais de tout faire pour réinsérer les gens. Et si vraiment c'est pas possible, leur offrir une rente. Mais leur vision des choses maintenant, c'est la réinsertion prime la rente. Donc c'est d'abord ce contexte-là qui a fait que ces idées ont émergé. C'est aussi un besoin, le besoin de travailler, c'est vraiment un besoin exprimé par les usagers de la psychiatrie. Comme ils l'ont dit si bien tout à l'heure, il n'y a rien à rajouter. Et puis voilà, dans ce contexte-là, l'équipe a cherché un petit peu qu'est-ce qu'il existait en matière de réinsertion professionnelle et ils sont tombés sur ce programme IPS. Donc ils sont allés se former à Douglas et en rentrant, ils étaient tellement enthousiasmés qu'ils ont décidé de le mettre en place à Lausanne. En l'adaptant bien sûr, parce que le marché de l'emploi canadien n'est pas le même que le marché de l'emploi suisse, lausannois, et n'est pas le même que le marché marseillais. Donc on est tous un peu obligés de s'adapter aux contraintes du marché de l'emploi, puisqu'on travaille vraiment avec lui. Donc voilà, il faut faire en fonction de ce qu'il est. Nous, notre spécificité par rapport à l'équipe de Marseille, c'est qu'on a des demandes qui nous viennent de partout. Donc ça veut dire que n'importe qui peut nous faire une demande de suivi à l'emploi. Donc les principaux demandeurs, c'est les psychiatres privés installés, mais aussi de notre institution, du réseau ambulatoire, très peu du milieu hospitalier, mais aussi des gens qui n'ont rien à voir avec le réseau de santé, mais plutôt les services sociaux, qui n'arrivent pas par leurs moyens à réinsérer les gens au travail et qui du coup se disent que peut-être il y a une pathologie psychiatrique qui serait peut-être là et qui nous les envoie pour qu'on les aide avec nos moyens à nous. Et enfin, là, c'est un nouveau qui se développe, c'est l'assurance invalidité, qui se rend compte que, voilà, ils ont rajouté ça, le modèle IPS, à leur catalogue de
possibilité pour réinsérer les gens et ils font appel à nous de plus en plus pour qu'on applique ce modèle IPS avec leurs assurés pour les aider et les accompagner pour retourner au travail. Donc nous, on a actuellement 63 candidats, plus ou moins. Je n'ai pas les derniers chiffres du jour en tête, surtout que nos collègues actuellement ont dû ouvrir des dossiers aujourd'hui. Et puis donc depuis la création du programme en 2009, on a déjà accompagné il y a déjà eu plus de 1000 demandes. On est aussi une équipe pluridisciplinaire. Notre spécificité, c'est qu'il n'y a que des soignants. Mais ça, c'est la contrainte. Quand je vous parlais de contraintes du CHU, ben voilà, ça fait partie des contraintes. On aimerait bien avoir des éducateurs, des gens plus du monde de l'entreprise, des RH. Mais voilà, c'est un CHU, on peut engager que des soignants. Mais on essaie quand même de panacher, d'avoir un petit peu de tout. Donc on a 4 psychologues, 3 ergothérapeutes, 3 infirmiers, une secrétaire, un médecin psychiatre et une psychologue qui est déléguée de l'AI. Donc elle n'est pas employée du CHU, mais de l'AI. Et elle vient vraiment faire le lien entre les deux institutions pour un équivalent de 7,8 ETP. On n'a pas de pairs aidants, comme on les appelle chez nous. Ça serait aussi un projet qu'on aimerait développer. Mais là, au CHU de Lausanne, ils viennent tout juste de créer 2 postes à tout petit pourcentage pour l'instant, puis c'est vraiment en phase d'exploration, de l'intégration. Comment intégrer les pairs praticiens dans la pratique. Donc, ça devrait arriver prochainement. On est aussi une équipe mobile, bien sûr, puisque voilà, ça fait partie du cœur du travail. Pour chercher de l'emploi, il faut aller sur le terrain et si on reste dans un bureau, l'emploi ne va pas nous tomber dessus. Ça, pour eux comme pour nous, c'est la même chose. Donc il faut être actif dans la communauté, il faut démarcher, il faut aller voir les employeurs, il faut s'intégrer dans le réseau des gens. Voilà, donc il faut être vraiment actif. On a aussi développé une cantonalisation du projet. Donc on est cette grosse équipe que je vous ai décrite là, on est basé sur Lausanne. Donc c'est vraiment pour le secteur centre du CHU. Mais on s'est dit que les gens autour, ils avaient aussi le droit à profiter de ce programme. Donc il y a eu des petites antennes qui se sont ouvertes aussi au nord de Lausanne, à l'est et à l'ouest, avec des plus petites équipes. Mais on essaie vraiment d'offrir ce programme de manière plus large. Ouais. On a dû créer un groupe pendant la liste d'attente parce que là, il y a beaucoup de demandes, donc on n'arrive pas à tout absorber, nous, donc on a été obligé de créer une liste d'attente, mais on ne voulait pas justement laisser les gens sans rien faire en attendant de trouver du travail, parce que pour trouver du travail, il faut être actif, donc on est parti de cette idée-là, puis on a dit, on va créer un groupe pour déjà les activer, c'est des gens qui ont des ressources, qui peuvent déjà faire des choses pour trouver de l'emploi, ils n'ont pas besoin d'attendre forcément nos services. Donc on a créé un petit groupe sur 4 séances pour déjà faire des choses que de toute façon ils devront tous faire, comme refaire leur CV, savoir quel papier mettre dans un dossier de candidature, déjà réfléchir à la question de comment est-ce que je parle de ma maladie, est-ce que j'en parle ou pas, de quelle manière, comment j'explique mes trous dans le CV, de déjà réfléchir à tout ça. Et ça nous permet de gagner du temps ensuite quand on commence les suivis avec eux. Et ça, c'est quelque chose qu'on a développé suite aux échanges et aux évaluations communes. On essaie de développer la multiréférence selon le modèle de nos collègues. Donc, alors, notre travail commun avec l'équipe de Lausanne nous a permis en fait de nous inspirer mutuellement au niveau de notre travail. Notamment suite à notre évaluation au niveau de notre fidélité. Donc on a chacun de notre côté des évolutions à partir du travail, l'analyse du travail qu'on est allé voir dans chaque équipe. Et notre souhait, donc, c'est de développer une formation commune au niveau européen pour les pays francophones. C'est vrai que de faire de l'IPS sur le papier, c'est relativement facile. Après, nous, ce qui nous tient à cœur, c'est vraiment de pouvoir le faire en appliquant cette philosophie du rétablissement. La philosophie du rétablissement, c'est un processus et ça implique un changement de posture important au niveau des professionnels. Donc nous, voilà, on aimerait pouvoir mettre en place cette formation avec cette philosophie-là.
Donc, alors au niveau de l'efficacité, ben, c'est vrai que c'est toujours un petit peu la question qu'on nous pose. L'efficacité, on peut la voir sous différents angles, hein. Nous, notre efficacité, on la voit déjà tous les jours avec les personnes quand elles-mêmes, ben, elles sont satisfaites de, voilà, c'est des petits pas, plus petits pas, plus petits pas. Donc, bien sûr, d'un point de vue des tutelles ou d'un point de vue aussi, bien sûr, aussi des personnes, hein, parce que parfois ça se rejoint, ben, ce qu'on va nous demander en priorité, c'est quels sont nos résultats en termes d'emploi. Donc, au niveau du Working First, on a un accès à l'emploi qui est de 41% et au niveau de Resort, 42%. Donc, on voit que c'est ce qui corrobore les études, en fait, hein, qu'il y a en Europe. Et après, donc, à ce jour, par rapport aux personnes qu'on accompagne, nous, on a 36% de personnes qui sont en emploi et en formation et 20% à Lausanne. Donc notre objectif, c'est l'emploi, mais c'est vrai que dans le cadre de la recherche d'emploi, certaines personnes sont amenées à faire des formations. C'est pour ça qu'on a couplé le pourcentage au niveau de l'emploi et de la formation. Par rapport au programme classique, il a été prouvé après 30 ans de recul et de recherche que IPS est 4 fois plus efficace sur la mise en emploi. Alors, c'est un chiffre à confirmer, mais hier, j'ai quand même entendu que pour le Cap emploi, il y avait 9% de mise en emploi. Sur les deux structures, c'est assez homogène, on en est à 40. Donc, ça montre bien qu'il y a quand même 4 fois plus de mise en emploi. Exactement 3,24 fois en moyenne. Ressort à apporter des conseils très utiles à travers les dossiers à envoyer, le langage à utiliser face à un employeur, tout en prenant conscience tout en évoquant nos difficultés. Mais justement, un accompagnateur, parce que comme on doit tout redécouvrir, c'est bien des fois d'avoir quelqu'un qui est à côté, juste. Moi, je trouve que c'est plutôt bien parce qu'il faut des structures comme ça, hein. Pas que pour moi, pour d'autres personnes aussi. J'ai eu, il y a des gens qui sont perdus, ils savent pas comment rédiger une lettre, ils savent pas comment faire un CV. Il y a personne derrière qui les aide ou qui les encourage. J'ai pu participer à des cours avec des personnes qui rencontraient pas forcément les mêmes difficultés, mais qui rencontraient elles aussi des difficultés. Et à travers cet échange, ça renforce notre besoin, notre envie de faire partie de la société. Je termine souvent par qui montre bien dans un dessin ce qu'on essaie de faire. Et finalement, dans un dessin, on en dit beaucoup plus qu'avec des paroles. Donc, on est vraiment sur comment est-ce qu'on donne du sens. Et pas, on va vous mettre au travail, vous allez travailler et vous allez travailler pour travailler. L'idée, c'est de donner du sens. Voilà, merci. Merci d'abord pour votre présentation. Alors après, moi, ce que je trouve dommage que vous n'ayez pas mis dans la présentation, c'est par rapport déjà au nom Working First, ça veut dire le travail d'abord. Donc, c'est comment on place les gens à partir de leur motivation. Et c'est par rapport aux critères d'inclusion, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin je veux dire que les gens soient stabilisés forcément au niveau des soins, qui prennent un traitement pour leur permettre d'accéder au travail. Et ça, je trouve que c'est dommage de ne pas l'avoir souligné. C'est vrai qu'on n'a pas insisté, c'était dans les 0% d'exclusion, mais c'est vrai qu'on n'a pas insisté là-dessus et vous avez tout à fait raison, on n'est pas sur. C'est là qu'on a un paradigme qui est différent, c'est-à-dire que on va pas attendre que la personne soit stabilisée, qu'elle ait un hébergement, il y a 2/3 des personnes qu'on accompagne qui sont dans une très grande précarité. Et d'ailleurs, nos meilleurs chiffres, c'est avec les personnes qui sont dans la plus grande précarité.
Merci aussi beaucoup pour votre présentation très stimulante qui donne beaucoup d'espoir. Une question quand même sur les chiffres que vous présentez. Donc on voit un taux d'accès à l'emploi qui est plus élevé. Quels sont les chiffres concernant le maintien dans l'emploi? C'est-à-dire, on peut imaginer que des personnes peu stabilisées arrivent rapidement dans l'emploi, mais en fait sont obligées de le quitter aussi plus vite. Ils retournent plus vite, mais le quittent plus vite par rapport à des programmes qui s'inscrivent plus dans une durée, dans une préparation un peu plus longue, mais dont vous dénoncez aussi un peu les effets négatifs. Alors, on ne pourra pas vous donner de chiffres. On m'entend là, oui. On ne pourra pas vous donner de chiffres clairs au niveau du maintien d'emploi. Nous, après, l'idée, de toute façon, c'est de faire les choses chemin faisant. Donc, effectivement, l'objectif, c'est le maintien durable en emploi. Aujourd'hui, on a 4 personnes qui sont en CDI, qui sont arrivées il y a 2 ans ou 1 an et demi, mais là, donc, qui sont maintenues durablement en emploi. L'idée, de toute façon, c'est que chaque expérience est vue de façon positive et que après c'est un tremplin pour aller vers autre chose. Donc nous on travaille sur toutes les expériences avec les personnes et dans un objectif de maintien durable. Donc l'expérience permet à la personne petit à petit de travailler sur ses forces, sur ses difficultés pour favoriser l'emploi si elle veut aller vers l'emploi, parce que parfois la personne va avoir une expérience de travail et en fait elle va se rendre compte que finalement pour elle c'est pas ce qu'elle voulait, mais déjà de lui avoir permis d'aller vers ce qu'elle désirait lui permet de revenir en arrière, mais la différence c'est que ça va être son choix. L'idéal serait aussi de mettre en place une évaluation qui reposerait sur plus de chiffres que ce que nous on a et qui ferait vraiment partie d'une recherche en tant que telle. C'est ce qu'on est en train de faire à Lausanne, parce que maintenant on a un peu de recul, comme on a créé le programme en 2009. Donc on va envoyer un questionnaire à tous les gens qu'on a suivis pour savoir qui est encore en emploi, et puis voir combien de temps ils ont tenu leurs emplois, est-ce que ça augmente. Donc on pourra vous donner des chiffres bientôt, j'espère. Je vais faire un commentaire. IPS, ça existe depuis 1994. Vous faites PubMed, et puis vous regardez ce qui est publié. Ça, c'est un truc absolument incroyable. Depuis 1994, il y a des gens qui travaillent sur ce truc et en permanence, on est obligé de se justifier. Est-ce que ça marche? Qu'est-ce que ça donne à long terme? On connaît. On n'est plus à Tadin, au Congo. Suffit de faire Internet, regarder, penser que les mecs qui publient, c'est pas tous des enculés qui sont achetés par l'industrie pharmaceutique et que globalement ils font ça pour se faire de la pub. Penser que les autres, ils sont pas plus cons ou plus intelligents que nous et imaginer que si ça marche, globalement il n'y a pas de raison que ça marche pas. Donc moi cette question, je me la pose même pas et je vous interdis de faire des études. J'emmerde les mecs qui utilisent les études pour continuer à faire que rien ne se passe. Les études, elles sont dans les meilleures revues du monde, avec les meilleurs standards. Elles montrent que si on fait une façon différente de penser et de travailler, on peut retourner à l'emploi, même qu'on ait une maladie mentale. On peut rester dans un emploi, et surtout qu'on est bien plus heureux que si on a s'encapé la psychiatrie avec toute son idée débile depuis la nuit des temps. Il faut arrêter. Après, les payeurs, ils veulent des chiffres. Qu'est-ce qui est différent alors que vous avez eu des études aux États-Unis, des études au Canada, publiées dans les meilleures revues du monde depuis 25 ans, avec des années de suivi. Ce qui permet l'accès à l'emploi, c'est 2 choses. C'est les programmes IPS et la prise en charge des familles. Voilà. Donc, s'il faut continuer à... Non, mais je suis pas là pour... je m'en fous. Voilà. Les gars, si vous posez des questions... assez moderne, le monde. Vous prenez Internet, vous faites PubMed, vous mettez IPS, retour à l'emploi, vous lisez les publications, vous avez la réponse, et puis on arrête de discuter. Et la vraie question, c'est comment on fait, quoi. Je suis désolé de vous parler comme ça, excusez-moi, de toute façon, j'ai rien contre vous, ni rien contre personne, on va pas se marier, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, est-ce que ça marche? Mais évidemment que ça marche, mais ça marche pas comme on pense. C'est-à-dire, ça marche pas comme quand on va au CAT. Ça marche pas comme quand on va dans un emploi. Voilà, ça marche pas comme dans la sécurité sociale. Ça marche pas comme en Union soviétique. Ça marche parce que on travaille du côté de la vie. La vie, c'est des échecs. Et la maladie mentale, c'est pas l'aliénation telle que nous l'ont appris nos maîtres qui ont vécu enfermés dans leurs hôpitaux psychiatriques à faire des trucs. Et voilà, avec les syndicats, avec tout ce que vous voulez. Ça fonctionne. Ça a été démontré.
La France, c'est pas différent que le Canada, que les États-Unis, un peu, mais pas beaucoup. Et il faut arrêter, voilà, il faut arrêter. Il y a plein de choses qui sont dans la littérature, c'est pas que des trucs, ce qui est publié dans les revues internationales, c'est pas que des conneries. Je veux dire, tout est pas que dans les livres publiés en 1900 par un seul mec. Il y a plein d'autres trucs, quoi. Alors, je vais user de mon rôle de modérateur pour ce matin. Christophe vous a expliqué que de toute façon, ça suffit les questions, donc on va passer. Non, mais tu as raison. Non, tu as raison. Non, mais on va passer à la prochaine communication parce qu'on a pris pas mal de retard. Alors, une dernière question parce que... Oui. Ah, mais moi, si vous voulez mon opinion, il ne faut pas travailler avec Cap Emploi. Voilà, et ça sert à rien Cap Emploi. C'est de l'argent qu'on met comme ça pour faire que des gens restent à travailler derrière un bureau, et ça n'a aucun intérêt, aucun. Moi, je ne vais pas aller discuter avec Cap Emploi, je ne vais pas faire une table ronde avec Cap Emploi, je ne vais pas aller discuter avec les gens qui mettent de l'argent sur la table, ça n'a aucun intérêt. Ces gens n'ont pas intérêt à ce que les choses changent. Mais je vous explique. Je reprends. Un jour, bon, IPS, je ne veux pas faire le vieux, mais je connais IPS depuis longtemps. Une des raisons pour lesquelles je n'ai pas voulu que ça... Je vous l'ai déjà raconté 10 fois, mais je le raconte. Une des raisons pour lesquelles je n'ai pas voulu que ça se mette en place dans la structure que je dirige, je ne sais pas si je dirige, que je pilotais, c'était que dans IPS, il y a quand même un drôle de truc au départ. C'est qu'aux États-Unis, ce que vous ne dites pas, c'est que globalement, il vaut mieux que les mecs aillent travailler parce que s'ils ne travaillent pas, ils n'ont pas la sécurité sociale, ils n'ont pas tatati tatata. Donc il y avait une pression sociale très très forte pour normaliser les gens. Et dans IPS, il y a eu un conflit très 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 puissant. Il y a des gens qui étaient du côté du rétablissement, des idéologues comme moi, qui pensent que on est des êtres humains, on a le droit d'être heureux. Et de l'autre côté, des gens qui sont c'est du bétail pour le commerce. Voilà. Et moi, j'étais vachement... quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, en France, si on arrive avec IPS, ça va se terminer comme Cap Emploi, le CAT et tout ça. On va mettre les mecs au travail pour des raisons économiques. D'accord ? Donc, j'ai préféré que l'idée de la réhabilitation, du rétablissement, soit travaillée au quotidien par les gens avec qui je travaille pour ensuite accepter qu'IPS arrive. Et c'est venu seulement après. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Après, chaque équipe peut faire IPS, voilà. C'est de la responsabilité des gens. Ce n'est pas la responsabilité du président de la République, de Cap Emploi et d'aller voter aux élections. Alors, moi, je ne suis pas modératrice. Par contre, j'ai un peu modéré ce que le professeur Alençon a dit, dans le sens où on travaille avec le Cap Emploi depuis maintenant 2 ans et on voit bien qu'ils voient petit à petit notre utilité et on pense que les choses, elles vont bouger. Grâce notamment à la loi d'Em Khomri. Donc les choses se font, voilà. En fait, il faut toujours partir des acteurs pour que les choses bougent. Et on voit quand même que de plus en plus de conseillers sont quand même sensibilisés et qu'on voit que ça bouge. Donc on espère que ça va évoluer. De l'autre côté aussi, il y a beaucoup de stigmatisation. Les gens, les professionnels qui accompagnent, que ce soit des entrepreneurs, dès qu'ils entendent maladie mentale, un diagnostic psychiatrique, ils sont vraiment démunis. Puis c'est vrai que nous, c'est vraiment notre... moi, j'y crois vraiment, de rencontrer, de permettre vraiment à 2 personnes de se rencontrer. Ça marche, ça match, et ils vont travailler ensemble. Et puis, voilà, on oublie en fait toutes les difficultés, toutes les limitations, parce que c'est pas ça. En tout cas, pour moi, c'est vraiment pas ça. C'est d'une richesse, de répondre à cette demande de retour à la vie citoyenne, à la vie ordinaire. C'est vraiment ce qui ressort des demandes en fait initiales. C'est vraiment ça. Donc, c'est un vrai plaisir de